l'étrangleur des parkings. En novembre 77, un maniaque sème la terreur dans le 10e arrondissement de Paris. Mode opératoire, il agresse, viole et étrangle dans les sous-sols de la capitale. Ses proies, des jeunes femmes seules du quartier de l'hôpital Saint-Louis. C'est vrai qu'une psychose s'installe. Il n'y a pas une femme qui garait sa voiture dans un parking. Martine Monteil, 27 ans à l'époque, va jouer les appâts pour tenter d'attirer le meurtrier. Et ce, sans aucune arme pour se défendre. J'aurais réagi, je sais pas, les doigts dans les yeux, j'aurais agrippé partout, j'aurais pu agripper ce monsieur pour lui faire mal. Elle va découvrir les aspects les plus sombres de son futur métier. À Lyon, c'est une toute autre affaire qui hante la police judiciaire. Le gang des Lyonnais, l'une des plus célèbres bandes de braqueurs. De 1970 à 1974, ils commettent une bonne cinquantaine d'attaques à main armée, défiant la police avec arrogance, audace et panache. Des blouses bleues, des estafettes, fusils à pompe, rapidité. C'était les rois du pétrole, ils avaient peur de rien. Leur signature, des opérations commando, lourdement armées. Et des butins records. Leur force, une cohésion à toute épreuve. Ils étaient tous des amis d'enfance. Tous des amis d'enfance. Et ils se tenaient comme du ciment. Pour leur barrer la route, 2 services de police judiciaire, à leur tête, 2 grands flics. Commissaire divisionnaire Pierre Richard, directeur adjoint du service régional de police judiciaire de Lyon et directeur de l'enquête sur le gang des Lyonnais. En matière de banditisme, c'est la plus belle affaire. Ça, c'est incontestable. Charles Pellegrini, ancien chef des groupes opérationnels de l'Office central pour la répression du banditisme. Dans ma carrière de PJ, qui a quand même duré un bon moment, il y a eu quelques belles affaires. Pour moi, le gang des Lyonnais est une belle affaire. Très compliquée. Et s'il n'y avait pas eu, je pense très sincèrement, Richard, qui en avait fait un peu son chef-d'œuvre ou son cheval de bataille, peut-être qu'on ne serait pas arrivé au bout. Pour le commissaire Richard, tout commence dès son arrivée à la PJ de Lyon, en janvier 72. Je reçois un coup de téléphone de Lutz, chef de la division criminelle de Strasbourg, qui me dit, écoute, avec son bon accent alsacien, tu sais qu'on a eu un sacré putain de hold-up, le hold-up du siècle. Tu peux pas te figurer ce qu'on se fait chier, on n'a rien du tout. Et j'ai eu un petit renseignement. Ce qu'aurait fait ça, ce serait des Lyonnais. Bon, et ça a commencé comme ça. Le hold-up du siècle. L'hôtel des postes de Strasbourg. Le 30 juin 1971, les Lyonnais le dévalisent en moins de 5 minutes. Il était 9 h ce matin, un fourgon des PTT pénètre dans la cour de la poste centrale de Strasbourg. Il transporte 8 sacs contenant les pensions, rentes et salaires de plusieurs milliers de personnes. Au total, 11 600 000 francs, soit plus d'1 milliard ancien. Le camion de la poste est sous haute escorte. La police surveille le déchargement des sacs bourrés de billets de banque. Tout se passe sans encombre. Le chargement s'est bien passé. Après, on est rentré à l'intérieur, on a tout bouclé l'intérieur, on a fermé. Les postiers sont désormais coupés des policiers et se retrouvent seuls avec leurs sacs de billets. Ils ne se doutent pas que des gangsters les attendent à l'intérieur. On s'est éloigné, moi j'étais le premier. Et au coin, c'est là qu'il y a eu l'action. Combien de personnes 5. Non, vous ne dérangez pas, ça va passer. Et ils partent, comme si de rien n'était, et on ne retrouve jamais les véhicules. On ne les retrouve pas. Le hold-up du siècle est un coup de maître. La police est dans le brouillard. 7 mois plus tard, 5 février 72, le commissaire Richard est saisi d'un nouveau braquage. Celui du supermarché de Vénissieux, à côté de Lyon. Les convoyeurs qui sortent avec l'argent du premier étage de la comptabilité sont attaqués dans l'escalier qui est extérieur.
Des armes lourdes, des hommes en blouse bleue, une estafette. Les policiers font le rapprochement avec le CAS de Strasbourg. Mais ils n'en sont pas plus avancés. Et puis, très exactement 2 mois après, le 5 avril 1972, je reçois un coup de téléphone d'un type qui se prétend menacé, mais il a une grosse affaire à donner. L'indic veut lui balancer une importante livraison de drogue. Mais au-delà de ce tuyau, ce qui obsède Pierre Richard à l'époque, c'est de mettre la main sur l'équipe qui est montée au Braco, à Strasbourg et à Vénissieux. Le commissaire se dit qu'il a une carte à jouer avec cet informateur, très bien implanté dans le milieu lyonnais. Il l'invite à déjeuner. Il va tenter un énorme coup de bluff. À la fin du repas, nous avions terminé, ça durait depuis à peu près 1h30. Il dit, tenez, je vais vous faire voir quelque chose. Et tu voyez le fourgon qui est là. Mes hommes sont dedans. Et mon cher ami, comme j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, il y a 2 gueux en fond de 20 kilos que tu auras accrochés à chaque pied. Et dans 1h30 d'ici, tu seras au fond de la Saône. Et on n'entendra plus parler de toi. Il était terrorisé littéralement. Et à ce moment-là, il me dit, mais si, il en bégayait d'ailleurs, si je vous donnais une grosse affaire. Je lui dis, tu as intérêt de me donner effectivement une très grosse affaire. Car sans ça, tu vas donner à manger au poisson et ça va pas être long. Et il me dit, et le hold-up de Vénissieux? Je dis, ça, oui, ça m'intéresse. Il me dit, je sais pas grand-chose, mais tout ce que je peux vous dire, celui qui a organisé le coup et qui était le chef, c'est Momon le ferrailleur. Momon le ferrailleur, c'est Edmond Vidal. En 1972, il a 27 ans et il a déjà fait 5 ans de prison pour une bagarre qui avait mal tourné dans un bar. Il était quand même pas tout seul, ton ferrailleur. Ils étaient au moins 3 et vraisemblablement, ils étaient 5. Il dit, je connais qu'un autre, mais c'est son surnom, je sais pas comment il s'appelle, mais il est toujours avec Momon et son surnom, c'est Pipo. Pierre Zakarian, dit Pipo, 32 ans. À l'époque, il n'était connu que pour proxénétisme. Eh ben, je dis, puisqu'on n'a que ça, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et c'est ainsi qu'a commencé la fameuse affaire du gang des Lyonnais, qui devait durer pendant près de 4 ans. Pour identifier les autres membres du gang, le commissaire demande des renforts à Paris. Ça tombe bien. Une toute nouvelle unité vient de prendre du service. L'OCRB, l'Office central de répression du banditisme. Le commissaire Pellegrini est à la tête des groupes opérationnels. Sa première mission est de mettre ses hommes et ses moyens à disposition du commissaire Richard pour tenter d'identifier le reste du gang. Il multiplie les écoutes téléphoniques, les surveillances et les filatures. Et ça finit par payer. Les malfaiteurs sont identifiés un à un. On identifie Joseph Vidal, on identifie Pipo Zakarian, on identifie sa concubine, une ancienne prostituée. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'à partir des surveillants, des filatures et des écoutes, on fait un peu l'organigramme, non pas l'organigramme, on ne sait pas encore qui commande ou pas, mais on fait l'architecture de la bande. Une bande bien soudée, et depuis très longtemps. En fouillant leur passé, les commissaires Richard et Pellegrini découvrent que tous les membres du gang ont fréquenté la même école, à Dessines, une banlieue pauvre de Lyon. Les copains. Les copains d'abord. Des gens qui avaient commencé dans la vie pas chanceux, qui étaient pauvres, qui devaient se démerder avec les moyens du bord. On ramassait la ferraille, vendait la ferraille. Et puis en même temps, on voyait quand même qu'il y avait des gens qui étaient riches, qu'il y avait des casinos, qu'il y avait des hôtels, des restaurants luxueux. Eux, ils avaient juste le droit de s'écraser le nez sur les vitrines. Hein. Alors un jour, ils disent, c'est pourquoi nous, on n'en profiterait pas aussi un peu. Et pour en profiter, ils en profitent. Le gang continue à frapper, toujours avec le même mode opératoire, toujours avec autant de succès. Mais les surveillances et les écoutes finissent par payer. Le 15 mai 73, la PJ lyonnaise avertit l'OCRB que 3 membres du gang partent pour la capitale. Immédiatement, le commissaire Pellegrini actionne une de ses taupes. Il obtient le lieu précis où ils se rendent, le Café d'Angleterre, boulevard Montmartre.
Alors là, maintenant, il y a un McDo, hein, signe des temps. Mais nous avons mis une planque par là, juste là en face, ou là, ou là. Et puis on a attendu patiemment. Et puis à un moment, Vidal est sorti avec un inconnu qu'on n'avait jamais vu. Et donc on l'a suivi. Et il est monté dans une voiture dont on a photographié la plaque. Et grâce à ça, on a pu identifier le docteur Pourra. Pierre Pourra. Comme il présente bien, ses amis l'appellent le docteur. En 73, il a 46 ans et a déjà fait plus de 10 ans de travaux forcés pour vol avec violence. C'est lui qui était le maître à penser des Lyonnais. Les enquêteurs tiennent désormais en ligne de mire tous les membres du gang. Pour les traîner devant la justice, il faut maintenant les coincer en flagrant délit, en plein braquage. Pour ça, ils vont leur tendre un piège. Ils repèrent pour eux un gros coup, facile et extrêmement lucratif. Le centre de tri postal de Grenoble. Vous aviez en fin de mois normal entre 1 et 3 milliards de centimes de l'époque en cash, parce qu'à l'époque, on payait les gens en cash, pas avec des chèques. Et à la fin de l'année, c'est 5 milliards. Autrement dit, plus de 50 millions d'euros. Donc je prends là... Le commissaire Richard demande à l'un de ses indiques proches du gang de leur suggérer de dévaliser la poste de Grenoble. Toujours tout droit, hein. Et pour voir si le gang a bien mordu à l'hameçon, le commissaire Richard et ses hommes patrouillent discrètement autour du centre de tri postal de Grenoble. Tenez, couchez. Nom de Dieu, couchez-vous, couchez-vous. Couchez-vous, je dis. Ils sont là. Tout le monde s'écrabouille dans la voiture. Et je vois la 5414 EY69. C'est le fameux Pourra qui avait été identifié au mois de mai précédent. Et moi, quand je vois un numéro comme ça rentre là-dedans, ça sort plus. On dit, ils vont le faire. Alors j'ai dit, alors là, on va y aller. Et ça va durer 45 jours de galère, 45 nuits. Le piège semble fonctionner. Le commissaire Richard place le centre de tri postal sous très haute surveillance. Son rêve de coincer les Lyonnais en flagrant délit est à portée de main. Lorsqu'il s'attaque au gang des Lyonnais, Pierre Richard et Charles Pellegrini sont déjà des policiers chevronnés. Martine Monteil, elle, n'était pas encore sortie de l'école de commissaire lorsqu'elle a croisé la route du premier tueur en série de sa carrière, celui que la presse a appelé l'étrangleur des parkings. En ce 3 novembre 1977, après une soirée passée au cinéma, Christine Kergreis raccompagne son amie Jacqueline dans le centre de Paris. Voilà. Si. À bientôt. Ouais. Il est 22h50. C'est la dernière fois que Christine Kergreis est vue vivante par un de ses proches. Elle a 22 ans. Le lendemain soir, 4 novembre 1977, dans le parking de cet immeuble du 10e arrondissement, la jeune femme est retrouvée morte sur la banquette arrière de sa voiture. C'est la 3e brigade territoriale qui est saisie de l'affaire. Dans ses rangs, une jeune stagiaire de l'école de commissaire de police. Elle s'appelle Martine Monteil et deviendra un grand nom de la police judiciaire. Ça me passionne de voir la mécanique criminelle d'un serial killer. Parce que c'est quand même une mécanique criminelle en marche et rien ne peut l'arrêter. Il faut bien se le dire. En 1977, Martine Monteil a 27 ans. Bien que fille et petite-fille de flic, elle ne sait pas encore grand-chose de la mécanique criminelle d'un tueur en série. Elle est très vite confrontée aux aspects les plus sombres de son futur métier. À commencer par l'annonce du décès de la jeune femme à ses parents. Je garde un souvenir de grande dignité, des gens effondrés, mais dignes.
Non, c'est drôle, c'est digne. Et vous vous dites, mais comment ils font? Et ça restera pour moi, certainement, le plus difficile et le plus douloureux dans toutes, je dis bien toutes les affaires que j'aurais eu à connaître où il y a eu mort d'hommes ou de femmes. C'est la souffrance maximum de la vie. 8 novembre 1977, 5 jours que Christine Cargreis est morte et les policiers n'ont toujours pas de piste sérieuse. Mais à 23h45, dans un parking du 10e arrondissement, Catherine, 21 ans, est agressée. Elle en réchappe de justesse. Deux jours plus tard, dans le même quartier, nouvelle tentative de viol. La victime, une femme de 34 ans, hurle, se débat et parvient à mettre en fuite son agresseur. 3 agressions dont une mortelle, à quelques jours d'intervalle, et à chaque fois, le même mode opératoire. La police en est convaincue. Elle a affaire à un seul et même maniaque. Et pour l'identifier, elle compte bien sur les témoignages des 2 dernières victimes. Notre jeune commissaire stagiaire, qui s'appelle encore à l'époque Martine Feugas, prend leur déposition. Elles ne l'ont pas vu. On n'a pas de portrait robot à construire. Elles ne sont pas capables de mettre un visage sur leur agresseur. Aucune piste sérieuse. La peur envahit les rues du 10e arrondissement de Paris et la presse s'embrase. C'est vrai qu'une psychose s'installe. Il n'y a pas une femme qui garait sa voiture dans un parking. Elles laissaient toutes leurs voitures dans la rue, même celles qui payaient des parkings, vous voyez. À l'époque, je crois que c'est largement plus de 50%. Au point d'ailleurs qu'il y avait une telle psychose qu'à l'époque, le préfet de police, il avait demandé que dans certains parkings, eh bien, justement dans ce 10e où le type était censé taper, quoi. On va dire, ben voilà, ce qui serait bien, c'est de lancer des filles, des policières, en fait. Alors bon, inutile de vous dire qu'à l'époque, c'était vite fait pour chercher. Il fallait aller chercher à la brigade des mineurs, où il y en avait quelques-unes. C'était quand même assez rare. Et puis bon, bah, moi, là, j'étais sur place, donc tout le monde a dit, ah, bah, il y a Martine aussi, bon, bah, hop. Je me suis retrouvée dans les filles recrutées comme, entre guillemets, chèvres. Le but était d'appâter un peu notre homme, et en espérant que peut-être, évidemment, nous croiserions ce fameux étrangleur. Il fallait qu'on soit seul. C'est vrai qu'il n'aurait pas forcément attaqué une femme si elle était accompagnée de quelqu'un. Donc il fallait que les policiers qui quand même se tenaient prêts à intervenir soient bien dissimulés. Donc nous, à un moment donné, on se trouvait forcément seuls à marcher dans les allées, un peu comme si on allait récupérer notre véhicule. Nous n'étions pas très rassurés parce qu'on savait quel type d'individu c'était, donc quand même dangereux, il pouvait être armé, donc c'était, voilà, pas très rassurant. Vous étiez armé? Non, je n'étais pas armée. En plus, à l'époque, j'étais commissaire stagiaire, donc je n'avais pas d'armes. Et on avait des sifflets. Ah oui. Pour toute arme? Oui, pour toute arme. Mais c'est efficace, un sifflet, hein, je veux dire, ça dissuade. Mais je me dis qu'au fond, moi, à la différence d'une autre victime, je sais à qui j'ai affaire. C'est un type qui veut me tuer. Donc, bah, j'aurais réagi, hein, je vous dis franchement, c'est-à-dire, je sais pas, les doigts dans les yeux, j'aurais agrippé partout, j'aurais pu agripper ce monsieur pour lui faire mal. Et puis, entre-temps, les collègues seraient arrivés. Mais si on avait pu le neutraliser, bah, d'ailleurs, il y a peut-être une fille qui serait pas morte. Vous voyez, si on l'avait eu dans ce temps-là. L'opération est un échec. 12 jours après le premier meurtre, la police n'a pas la moindre piste. Et l'étrangleur va frapper une 4e fois. Dans l'affaire du gang des Lyonnais, le commissaire Richard, lui, pense tenir le bon bout.
Il a tendu un piège aux gangsters. Il sait qu'ils vont attaquer le centre de tri postal de Grenoble. Il place le site sous surveillance permanente. Eh ben, on était là, quoi. C'est pas compliqué. Les bâtiments étant de l'autre côté, on avait amené des échelles, mais qu'on ne mettait pas contre, pour pouvoir sauter de l'autre côté si jamais ils étaient là. Et vous dormiez ici? On ne dormait pas, puisqu'on était debout toute la nuit. Hein, ou on était allongé, mais enfin, c'était pas du pareil au même. On arrive la nuit, on s'installe, on est sur des sacs de couchage. Les dernières nuits, on se tape -10. Et on irait jusqu'à 6 h du matin. À 6 h du matin, ils ne sont pas venus, on part. Et on passe son temps soufflé dans les doigts pour pouvoir tirer. À Noël, je suis tellement crevé qu'il faut qu'il me fasse avaler de l'agneau pour me réchauffer. J'ai cru que j'allais crever. Mais c'était une histoire de dingue. Hein. Et là, on savait qu'il y avait 5 milliards à prendre. Alors je dis, ils vont venir, c'est sûr. Eh bien non. Momon Vidal ne sent pas ce coup, un peu trop beau pour être vrai. Et contre toute attente, lui et sa bande braquent à Nantes et à Angers. Butin total, presque 2 millions d'euros. Il faut taper jusqu'à l'autre bout de la France. Et vous les attendiez à Grenoble? Et voilà. Hein? Ça a dû être insupportable. Ah, je peux vous dire que on en avait marre. Hein. Mais en même temps, la rage nous prend, car ça devient de la rage. Les policiers comprennent bien qu'ils ont toujours un train de retard sur les Lyonnais. Et on patinait, les écoutes n'importaient pas, t'es méfiant, on perdait des filatures et tout. Alors Charles Pellegrini prend une décision radicale qui aurait bien pu mettre un terme à sa carrière. Il va organiser un cambriolage. Mais tout ça était-il légal? Ben bien sûr, totalement illégal. Alors qu'il l'attendait au centre de tri postal de Grenoble depuis 45 jours et 45 nuits, les policiers apprennent avec effroi que le gang des Lyonnais vient de taper à l'autre bout de la France. Lassé d'avoir toujours un train de retard, Charles Pellegrini décide de frapper un grand coup. On décide d'aller chercher le renseignement dans l'appartement de Momon Vidal. Mais tout ça était-il légal? Ben bien sûr, totalement illégal. Vous preniez un énorme risque. Oui, mais comment dire? Vous savez, c'est vrai que c'était un risque énorme de perquisitionner l'appartement. Enfin, encore une fois, j'aime bien perquisition. De cambrioler l'appartement de Momon Vidal. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'il y a... On peut servir de bonne cause par de mauvais procédés? Cette question, à l'époque, ni Charles Pellegrini ni ses collègues ne se la posent. Ce qui compte par-dessus tout, c'est de prendre l'avantage sur les Lyonnais. Et finalement, on trouve un certain nombre de cartes Michelin, et avec le minox sous la lampe, comme dans les films noir et blanc d'espionnage, vous voyez, on photographie les cartes. Avec ces cartes routières, toutes accompagnées d'un petit livret, les policiers ne le savent pas encore, mais ils tiennent la botte secrète des Lyonnais. Vous vous disiez quoi quand vous étiez à l'intérieur? Ah, je me disais rien. Là, on était complètement sous adrénaline, j'allais dire, obnubilé, d'abord par l'idée de trouver les cartes, ensuite obnubilé par l'idée de bien les photographier. Voilà. Manquait plus que ça qu'on ait fait tout ça et raté les photos. Et pas obnubilé du tout par l'idée de se faire prendre. J'avais mis un dispositif tout autour. Évidemment, Momon était sorti avec Jeannette. Et on disait vert, 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 ça voulait dire OK. Orange, quand on n'avait pas identifié une voiture. Et rouge, si c'était lui qui revenait. Et à un moment, on entend rouge, rouge, rouge. OK. Et donc là, vite fait, on remet les cartes, on replie les trucs et on arrive à s'évacuer à l'étage au-dessus, juste au moment où il arrivait avec son épouse. Donc voilà, c'était un épisode assez marrant, ça aussi. Un épisode à haut risque
qui redonne de l'espoir aux policiers. Ce qu'ils viennent de découvrir est peut-être la clé qui va leur permettre de coincer enfin le gang des Lyonnais. Mais ça servait à quoi, toutes ces cartes? Ça servait à aller vite. Ils braquent dans un endroit X et ils repartent. Ils prennent uniquement des routes départementales, voire communales, parce qu'ils savent que les plans éperviers sont sur les nationales. C'était à la fois des cartes qui étaient légendées et à côté des cahiers de rallyman. Attention, à 300 mètres, virage sec à droite, ceci, cela. Grâce aux cartes, les policiers connaissent maintenant les itinéraires de fuite des malfaiteurs, mais aussi leurs futurs objectifs. J'ai dit, ils vont faire une dernière campagne, c'est sûr. Cette fois, le commissaire Richard y croit, mais il a besoin d'hommes et de moyens. Tous les types étaient rentrés dans mon bureau. Êtes-vous volontaire pour une mission tout à fait spéciale qui peut durer éventuellement 3 semaines? Vous devrez dire au revoir à Babonne, qui ne saura absolument pas où vous êtes. Il vous sera interdit d'écrire, de téléphoner, de faire quoi que ce soit. Vous êtes en hibernation et terminé. Et c'est pour une affaire solide. Et il faut être bien armé. Les types, ils avaient tout de suite compris. Je n'ai pas essuyé refus. C'est là où l'affaire des Lyonnais sort un peu des lieux communs de la PJ. On décide, Richard se bat à Paris, il obtient du personnel, des moyens, et sur chaque endroit que nous avons identifié comme objectif possible, sur les retours que nous avons sur les cartes, on met des équipes pour les intercepter au retour. Et le piège, il était partout. Bon. Il était parfait. Ah ben le piège, il était parfait. Hein. J'avais 119 hommes. Dans le plus grand secret, le piège se met en place. Son nom de code, Opération Chacal. De leur côté, les Lyonnais, eux, se la coulent douce avec l'argent dérobé. Ils partent tous ensemble en vacances. À Champs-Rousse, une petite station de sport d'hiver à 2 heures de Lyon. L'OCRB et le commissaire Pellegrini y installent un poste de surveillance dans un appartement situé en face du chalet des Lyonnais. C'est avec ça qu'on photographiait à l'époque. Et donc, si vous voulez, on tirait un peu, on se dissimulait un peu. Pas tellement pour ne pas être vu des voyous qui ne se méfiaient pas, mais pour ne pas être pris pour des voyeurs et avoir les gendarmes qui débarquent en force. Grâce aux écoutes, les policiers comprennent que les Lyonnais sont ici non pas pour faire du ski, mais pour préparer une nouvelle vague de braquage. Et le 15 décembre 1974, 2 voitures quittent Champs-Rousse. À leur bord, tous les membres du gang. Et le 16 décembre, la bande braque des convoyeurs de fonds à côté de Lille. Et puis rebelote une demi-heure plus tard, un deuxième fourgon, dans la ville juste à côté. Butin total, 459 000 €. Cette fois-ci, les policiers ont un temps d'avance. Ils ont avec eux les cartes photographiées chez Momon Vidal. Elles indiquent tous les itinéraires de fuite repérés par le gang. Alors, vu la distance, j'ai réfléchi à toute vitesse et je me dis, avec les cheminements qu'ils ont, ils seront là dans 12 heures. Pour être plus sûr, je vais voir le colonel de gendarmerie et je fous 600 gendarmes sur 200 km, sur tous les ponts, partout où il était possible de passer. Avec ça, on est tranquille. Et là, on y est. On se met sur pied de guerre, prépare les herses, les positions de tir, bref, on prépare tout. Ça va être l'apocalypse. L'opération Chacal est lancée. Un des plus grands déploiements de forces de police et de gendarmerie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on attend, on calcule les moyennes. Bon, là, ils sont je ne sais pas où, ils arrivent, ils vont arriver, ils vont pas tarder. Ils vont pas tarder, ils sont passés, ils sont plus là. Et les sonnettes qu'on avait mises sur les domiciles nous disent ben, ils viennent de rentrer à la maison. Les Lyonnais sont encore passés à travers les mailles du filet. Tous les barrages étaient sur les petites routes. Et ils sont passés par l'autoroute. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, les morales dans les chaussettes. Les policiers n'ont plus qu'une solution, aller les cueillir chez eux, en espérant retrouver les armes et l'argent des braquages. Alors moi j'ai Vidal. Je vais vous raconter l'arrestation de Momon Vidal. On ne peut pas faire un film avec ça. Nous sommes là avec l'équipe. Et quand il sort avec Jeannette, ben, je le braque, je lui dis haut les mains, il lève les bras. C'est d'une banalité écœurante. Le même jour, tous les autres membres du gang sont interpellés. Sauf un, Pierre Pourrat, le cerveau de la bande. J'ai reçu un coup de téléphone du casino. C'est le commissaire Richard, oui, d'accord. Bon, ben votre client, il est là, il était à la roulette. J'arrive immédiatement. Et je rentre tranquillement et je vois Pourrat qui était à la table. Alors, je me mets derrière lui et je lui fous le canon de mon 357 dans les côtelettes. Et je lui dis, docteur, la partie est finie. Tu me suis et sans esclandre, sans ça je te flingue. Il tourne la tête tranquillement. Ah, c'est toi. Et il me dit, bah les gars, vous avez fait une belle prise. Félicitations. Tous les membres du gang des Lyonnais sont en garde à vue, mais aucun d'eux ne parle. Et les perquisitions ne donnent rien. Jusqu'à celle du domicile de Christo. Où là, un détail attire l'attention des policiers. Et en perquisitionnant sa garde-robe, dans une poche intérieure d'un veston, une facture d'électricité de la rue Sainte-Marie des Terreaux, numéro 5. Bon, on s'est dit, qu'est-ce que ça fait là? Puis après, on est venu là. Si cette dernière perquisition ne donne rien, les policiers devront peut-être relâcher le gang des Lyonnais. Eh ben dis donc, elle est costaud. Mais ce qu'ils vont découvrir est digne d'un roman d'espionnage. « 15 novembre 1977, 10e arrondissement de Paris. L'étrangleur des parkings frappe pour la 4e fois en 12 jours. La victime a 35 ans, elle est mère de 2 enfants et d'origine yougoslave. Donc, on est plongé dans le milieu yougoslave. Et là, bon, ça va s'accélérer. Le lendemain du meurtre, dans la matinée, le standard de police secours reçoit un appel anonyme. Au bout du fil, un homme explique qu'il pense savoir qui est l'étrangleur du 10e arrondissement. Je me souviens du premier élément positif qui a été évoqué par la brigade à l'époque. C'est quand même toujours, quand on fait les antécédents, c'est qu'il est connu pour viol. Il a été condamné pour viol en Yougoslavie. Donc là, vous vous dites... Donc là, c'est bon. C'est bon. On tient le bon, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a de fortes chances. D'autant plus que le suspect vit chez sa mère dans le 10e arrondissement, rue Juliette Dodu. Une rue située juste en face de l'immeuble de Christine Kergreis, la toute première victime. Le 16 novembre 1977 à 12h30, Milivoj Milosavievich, 27 ans, est interpellé au domicile de sa mère et placé en garde à vue pour viol et meurtre. Disons que nous, à ce stade de l'enquête, nous sommes convaincus d'avoir devant nous celui qui a tué Christine Kergreis, qui a tué aussi la dernière Yougoslave, et vraisemblablement les agressions entre les deux crimes. Et ce jour-là, les policiers ont de la chance. Une voisine de Christine Kergreis leur apporte son témoignage. Le soir du meurtre, en promenant son chien, elle voit la jeune femme au volant de sa voiture arriver devant la porte de son parking. Un homme qui se tenait sur le trottoir s'est approché et a parlementé en se penchant vers la conductrice. Au moment où la porte du parking commençait à se soulever, il a fait rapidement le tour par l'arrière du véhicule et il est monté près de la passagère et a claqué la porte. La voiture a démarré brutalement et s'est engagée dans le parking. Donc on se dit, celle-là, il faut quand même aller lui montrer notre homme. Donc, et elle dit que c'est lui. Les policiers sont tout près du but.
Mais ils le savent, ce témoignage ne constitue pas une preuve. Pour confondre leur gardé à vue, ils ont besoin de ses aveux. Alors en fait, quand il est amené au service, enfin moi je rappelle que je ne suis que la petite commissaire stagiaire. Donc quelques policiers de la 3 s'enferment avec lui, hein, et puis bon, il commence un interrogatoire au départ qui se veut classique. Et toi, t'es là depuis combien de temps? T'es en France depuis combien de temps? Allez. Les enquêteurs se heurtent à un mur. Le jeune Yougoslave nie tout en bloc. Hein? Beaucoup de fuites, de dénégations et de mensonges. Enfin, si j'ai à résumer, c'est un homme qui fait sauvage. Il semblerait d'ailleurs qu'emprisonné en Yougoslavie, il ait avalé des morceaux de fourchette, des choses comme ça, pour se rendre malade. Enfin, c'est dur. C'est un dur, un réfractaire. Bon, voilà. Alors, tu nous dis ce que tu faisais le 3 novembre? Non. D'accord. Souvent, il ne regarde pas en face. J'entendais les gars, d'ailleurs, qui lui disent « Regarde-moi, regarde-moi ». Ça gueule, hein, ça, comment le ton monte, hein, parce qu'ils en ont marre, il les balade, il leur raconte plein de bêtises, etc. Ils en ont marre. Le 3 novembre et le 15 novembre. Emploi du temps. Oh! Ils décident de faire un break, l'équipe va déjeuner. Donc, ils remettent notre Yougoslave en cellule de garde à vue, quoi. La première audition est un échec. La jeune commissaire stagiaire veut tenter sa chance. Elle reste au service avec un inspecteur principal. Je lui dis, et si on le sortait de la cage, si on parlait un peu avec lui, quoi. Donc on s'est dit, c'est pas la peine de le prendre en criant dessus ou d'essayer de le rebuter, il est déjà assez buté lui-même. La manière forte ne donne rien. Martine Monteil a l'idée d'éplucher les effets personnels du suspect. Je tombe sur une petite photo d'identité d'un petit gamin tout mignon, voilà, et tout. Je lui dis, c'est à toi, ça, c'est ton fils. Et là, il lève enfin les yeux, quoi. On voit ses yeux noirs se porter sur la photo, et là, il dit oui, il parle, cet homme. Dis ce que t'as fait, faudra toujours aller. Et puis moi, je lui dis, tu vois, ce petit bonhomme qui est beau comme tout, en fait, si on fait nos calculs, quand tu vas le revoir, il aura largement passé 20 ans. Tu vois, un homme, quoi, c'est-à-dire un étranger. Tu vois, t'as intérêt quand même à parler, quoi. Je veux dire, on peut trouver des circonstances atténuantes, c'est quand même dommage, tu vois, c'est une vie fracassée, on sait que c'est toi. Et tout doucement, au travers de cette conversation, finalement, à un moment donné, il se déclenche. Et en fait, le gars nous raconte. Et là, on comprend que c'est tout à fait... c'est la vérité, quoi, en fait. Donc déjà, nous, c'est lui, c'est bien lui. Donc ça, mon pote, t'es cuit, quoi. Ça, je lui dis pas. Mais moi, je dis, t'es cuit. Les femmes du 10e arrondissement à Paris respirent. Vous savez qu'en 2 semaines, 4 agressions s'y étaient déroulées, surtout dans des parkings. Eh bien, le principal suspect, qui était gardé à vue depuis avant-hier, a fini par avouer les 2 meurtres. Milosajevic, 27 ans, sans travail, nié depuis 24 heures. Formellement reconnu par un témoin de la dernière heure, il a fini par avouer le meurtre, le viol et le vol de 2 des 4 jeunes femmes récemment agressées dans le 10e arrondissement. Parmi tous les policiers qui ont participé activement à l'arrestation de l'assassin, une jeune femme commissaire de police stagiaire. Lorsque j'ai fait mes études, j'ai surtout été passionnée par tout ce qui était pénal, criminologie, c'est tout. Puis je dois dire qu'il y a peut-être un petit peu d'atavisme, puisque dans ma famille, il y a des policiers, notamment mon père qui est encore en activité. 3 ans plus tard, la cour d'assises de Paris juge Milivoj Milosavljevic et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est encore incarcéré à ce jour. Martine Monteil passera toute sa carrière au sein de la police judiciaire. Elle la terminera même à la tête de la direction centrale de cette unité. Elle a été, entre autres, la première femme à diriger l'anti-gang, puis la célèbre brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres. Dans l'affaire du gang des Lyonnais, tous les braqueurs sont enfin en garde à vue. Mais le commissaire Richard a besoin de preuves pour les envoyer derrière les barreaux. Si cette dernière perquisition ne donne rien, il devra les relâcher.
Là, il y avait une cheminée centrale avec un manteau de cheminée. Bah, d'ailleurs, il devait y en avoir une, et qu'à regarder, là, elle était là autrefois. C'est clair. Et de chaque côté, il y avait 2 placards qui jouxtaient la cheminée, mais des placards qui s'ouvraient avec 2 portes à peu près à cette hauteur. Donc on ouvre, il n'y avait rien dedans. Bon. Puis je ne sais pas comment on était à 2 à regarder ça. Il y en a un qui a dû toucher, sans faire attention, un bouton ou quelque chose, et boum, voilà le dessus qui descend. Alors que nous, on croyait que c'était le plafond du placard. Il y avait toutes les armes, le pognon, les fausses pièces d'identité, etc., etc., etc. Sans cette découverte, vous auriez été un petit peu à mal? On aurait été très embêtés, parce que comme ils n'ont jamais rien dit, on allait repartir gros gens comme devant, et un geste, on ne sait pas comment, le truc qui dégringole. Ah. 2 ans et demi plus tard, tous les membres du gang sont jugés aux assises de Lyon. Après 3 semaines d'un procès agité et sous très haute surveillance, l'avocat général réclame la perpétuité pour Momon Vidal et Christo Gandeboeuf. Le lendemain, verdict. La montagne a accouché d'une souris. Près de 3 semaines d'audience pour 10 ans de réclusion pour Edmond Vidal et 15 ans pour Jean-Pierre Gandeboeuf, les 2 chefs du gang des Lyonnais. Les autres membres prennent de 1 à 6 ans de réclusion criminelle. Les jurés de la cour d'assises ont été sensibles au fait qu'ils n'ont jamais tué au cours de leur braquage. Il était quand même assez effondré. Quand on pense à ce travail, tout ce qu'on a pu avoir pour arriver à ce résultat, alors que c'était une véritable honte. On attribue au gang des Lyonnais plus de 100 braquages et plusieurs dizaines de millions d'euros de butin cumulés. Aujourd'hui, la plupart des membres du gang sont décédés suite à des règlements de compte. Seul Edmond Vidal, après plusieurs retours par la casse-prison dans les années 80, est parvenu à se réinsérer. Dans les 2 affaires qui vont suivre, les enquêteurs traquent 2 sortes d'assassins d'un style bien différent. Un point commun pourtant les unit. Pour atteindre leur but, idéologique ou crapuleux, les uns et les autres sont prêts à semer la terreur. L'APA. Décembre 84, des crimes d'une violence inouïe sont commis dans les quartiers chics de la capitale. Même les policiers de la brigade criminelle sont abasourdis. C'est affligeant, c'est affligeant. C'est affligeant, on n'arrive pas à comprendre. Ça m'était jamais arrivé auparavant, ça. Jamais dans ma carrière. Ça marque le policier que j'étais à l'époque. Pour la première fois, ils sont confrontés à des tueurs impitoyables, tout juste majeurs. On a quelqu'un qui je qualifierais d'inconscient, totalement immature, qui n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Valérie, Laurent, Jean-Rémy, qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête pour commettre des actes d'une telle sauvagerie? Et comment les flics de la brigade criminelle vont-ils mettre fin à leur odyssée sanglante? À partir de 1979, Action Directe, un groupe de terroristes d'extrême gauche, commet et revendique des dizaines d'attentats au nom de sa lutte contre le capitalisme. La police est leur ennemi. Il y a une haine de l'institution policière. Il y a une haine de tout ce qui peut représenter l'État. Pour leur barrer la route, le commissaire Jean-Marc Bloch et ses hommes de la brigade anti-gang. Ils ne s'attendaient pas à une telle violence. Une violence qui va même jusqu'à tuer des flics. Je crois qu'il y en a 2 qui ont tiré. Avec des armes de quel 9 calibre? mm Parabellum. C'est-à-dire un gros calibre? Ah oui, une arme de guerre. Il leur faudra presque 2 ans. 2 ans de surveillance, de filature, d'arrestations manquées. 2 ans où ils risquent leur vie presque chaque jour pour tenter de stopper l'un des plus dangereux membres d'Action Directe, Régis Schleicher. Cette histoire commence en septembre 1980. Tous les membres d'Action Directe sont sous les verrous. La police pense être débarrassée du problème pour un bon moment. Moins d'1 an plus tard, la gauche arrive au pouvoir.
Dans un grand élan de générosité, une loi d'amnistie est votée. Un peuple est toujours plus fort lorsqu'il parvient à surmonter ses divisions et à réinsérer les citoyens égarés. 17 membres d'Action Directe sont libérés. Certains jouent le jeu et entrent dans la légalité. Mais les plus radicaux reprennent la lutte armée. À leur tête, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon et Régis Schleicher. Au même moment, Jean-Marc Bloch, 35 ans, est catapulté chef de la brigade de recherche et d'intervention, l'Antigang. Pendant des mois, les enquêteurs n'ont pas l'ombre d'une piste. Jusqu'au jour où, enfin, un tuyau tombe. Le directeur de la police judiciaire me fait descendre dans son bureau en me disant qu'il va falloir que la BRI s'intéresse à Action Directe. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, c'est maintenant tout de suite. Il y a 2 types qui arrivent du sud-ouest avec des armes, avec un tas de choses. Ils ont probablement rendez-vous avec Rouillant-Ménigon. Faut s'intéresser à eux. Ces 2 types, ce sont Michel Camilleri et Charles Grosmangin. Pour lui donner une chance de les coincer, le 36 quai des Orfèvres donne les moyens à Jean-Marc Bloch. Toute la brigade travaille là-dessus, 45 fonctionnaires pour suivre 2 types. Après 10 jours et 10 nuits de filature à un rythme d'enfer, ils aperçoivent les terroristes entrer dans ce parking, puis en ressortir 10 minutes plus tard. Il y a 5 ou 6 sous-sols de boxes fermés, juxtaposés. Donc c'est intéressant, c'est forcément intéressant. Mais ils tombent sur un os. Il y a des centaines de box et ils sont tous fermés à clé. Normalement, pour entrer dans un box, il faudrait faire une perquisition, une vraie perquisition. Mais après 10 jours et 10 nuits de traque, Jean-Marc Bloch veut en finir. Là, disons qu'on va jeter un coup d'œil. On est à la limite de la légalité, mais enfin, dans ce genre de circonstances, puis c'est un box, c'est pas un domicile. Hein. Bon, c'est une... Bon, enfin, bref. Et comment on jette un œil dans un box fermé à clé? C'est pas très dur. Les serrures des box sont pas excessivement difficiles à ouvrir, quoi. Vous savez fracturer une serrure? Moi? Non. Donc vous faites appel à quelqu'un? On fait appel à des gens qui savent faire. C'est-à-dire que vous avez des serruriers? C'est possible. Qui travaillent pour la police? C'est possible. Fallait bien qu'on se démerde, hein, parce qu'on n'attrape pas des gros poissons avec du tout petit... Non, il faut savoir utiliser un certain nombre de moyens. Regardez là, à gauche. Et puis dans un box, on voit bien qu'il y a une caisse. Et dans la caisse, il y a des explosifs. Oh là là, c'est jackpot là. Ça devient super intéressant. On décide d'attendre qu'ils reviennent au box. C'est pas compliqué. Ça a été une vraie belle opération. On a trouvé des armes, des explosifs, un tas de choses. Et ça a été salué et par les autorités et par la presse. Il y a des titres de journaux qui ont été dithyrambiques quelque part. Action Directe démantelée. Bon, ça nous a fait rire parce qu'on savait que c'était pas vrai. On savait que c'était le début d'une longue histoire. Finalement, là, on était embarqués dans une affaire qui allait durer plusieurs années. Les policiers savourent leur victoire et elle va même au-delà de leurs espérances. Quand ils perquisitionnent le domicile des terroristes, le butin est impressionnant.
Il y a là tout le matériel nécessaire pour commettre hold-up et attentat. Camilleri et Gros-Mangin sont condamnés à 5 ans de prison. Le box, lui, n'a pas fini de parler. Il a été loué par un certain Éric Moreau, 26 ans, fils de commissaire de police, mais surtout militant d'Action Directe. On part derrière Éric Moreau, alors on le voit, on est en début d'après-midi, il est installé à la terrasse d'un bistrot avec un type qu'on ne connaît pas. Et puis à un moment, enfin il se sépare, seulement il est déjà à 10h du soir, il fait nuit. On décide d'interpeller Moreau, d'autant qu'on nous a dit qu'il n'était pas armé, qu'il était les mains dans les poches, qu'il n'avait absolument rien sur lui, donc que ça serait une partie de plaisir. 2 fonctionnaires de la BRI descendent de voiture, ils vont à ce qu'on appelle à sa rencontre. Mais rien ne va se passer comme prévu. Dans toutes les affaires criminelles que le 36 quai des Orfèvres gère chaque année, près d'une 50aine, certaines marquent encore plus que d'autres les enquêteurs. Comme celle de ce samedi 8 décembre 1984. Écoutez France Inter, il est 13h. Mystère autour de l'assassinat de Maître Lelédier, un avocat trouvé mort dans son cabinet du 17e arrondissement. Il avait les pieds et les poignets ligotés. Un avocat assassiné. L'affaire n'est pas banale. Les lions ont été fouillés, ont été mis sans dessus, sans dessous, il y a du papier partout. C'est vraiment un charivari dans la pièce. Hein, c'est... Le corps de Maître Lelédier est allongé par terre, en travers de la pièce. Il a le visage très très marqué, il supporte des plaies saignantes au niveau du buste. Il a les mains qui sont ligotées et les pieds aussi. Son postiche qui gît à 30 cm de sa tête, c'est quelque chose de... C'est sidérant, voilà, comme image. Gérard Lelédier a 50 ans. Il a un fils d'une quinzaine d'années et il est divorcé. Il donne l'impression d'avoir été torturé? Ah oui, manifestement. Puis les coups, le fait qu'il soit ligoté, c'est ça. C'est incroyable. Pour Christian Pellegrin, cela ne fait aucun doute. Le tueur a tenté de le faire parler. Cherchait-il de l'argent ou autre chose? L'avocat est spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route et dans les divorces. Quand on a un avocat qui est tué, il est toujours de bon ton d'imaginer que ça puisse venir d'un de ses dossiers. Ça, c'est la première hypothèse. Christian Flech auditionne quelques clients, mais rien de suspect. Par contre, dans sa vie privée, les policiers découvrent un détail intéressant. Le personnage est apparu comme un coureur de jupons. Il draguait à tout vent. Il fréquentait une boîte, les jardins de la Boétie, fréquenté beaucoup par des hommes d'un certain âge et puis par des jeunes filles qui étaient en recherche d'aventure ou de petits pistons à gauche, à droite. Voilà. L'avocat était-il en galante compagnie ce soir-là? Il a eu sa mère vers 21h30. Il lui a laissé entendre effectivement qu'il avait rendez-vous avec une jeune femme. On s'intéresse à une jeune femme, mais qui est-elle? Les policiers se lancent à la recherche de cette jeune femme, qui est sans doute une des dernières personnes à avoir vu l'avocat vivant. Mais après 2 semaines d'enquête, un autre homme est retrouvé mort à son domicile. En 1984, 2 semaines après l'assassinat d'un avocat parisien, un deuxième homme est retrouvé mort dans son appartement. Il s'agit de Laurent Zarade, 29 ans, un jeune patron propriétaire d'une boutique de textile.
Manifestement, il y a un acharnement, puisqu'il y a plusieurs traces de coups d'armes blanches. Ce jour-là, c'est Jean-Louis Huesca, 33 ans à l'époque, qui est chargé de l'enquête. Sur place, donc, avec mes collègues, on découvre le corps d'un homme qui a été manifestement poignardé et étranglé. Il y a cette sorte de foulard qui a servi à l'étrangler. Il est attaché. Vraiment, il y a une volonté de tuer, voire même presque de massacrer, parce qu'on s'y est pris assez mal. Laurent Zarade habite à seulement 600 mètres des bureaux de l'avocat. Est-ce une coïncidence? Ou les policiers ont-ils affaire à un tueur qui a fait du 17e arrondissement de Paris son terrain de chasse? Les enquêteurs commencent à faire le rapprochement entre les deux meurtres. Il a été retrouvé dans des positions similaires à celles découvertes chez Maître Leledier. Il y a un désordre dans la maison, on a fouillé, on a ouvert des tiroirs, etc. C'est une personne qui vit seule dans un bel appartement, qui manifestement avait prévu de recevoir quelqu'un puisqu'il y avait deux couverts. L'un où la personne avait mangé et puis l'autre qui était intact. Et on va apprendre auprès d'amis de Laurent Zarade, qui va rencontrer quelques heures avant sa mort, qu'il a rendez-vous avec une jeune femme. C'était vraiment, ça ressemblait de trop près. Et ce ne sont pas les seuls indices qui relient les deux meurtres. On va découvrir que lui aussi fréquentait les mêmes endroits que Leledier, avait une propension aussi à fréquenter des jeunes femmes, plutôt bien sous tout rapport. Donc on peut pas parler de coïncidence. C'est pas possible. Pour les policiers, cela ne fait aucun doute. Les deux hommes avaient rendez-vous avec la même fille. Vu qu'ils fréquentaient les mêmes endroits, les enquêteurs de la crime écument les lieux branchés de la capitale où l'avocat et le commerçant avaient leurs habitudes. Une recherche qui aurait pu durer très longtemps s'ils n'avaient pas bénéficié d'un petit coup de pouce peu habituel. Là, on a plus de chances que pour la première fois, ça va beaucoup plus vite, la famille nous aide beaucoup. Effectivement, Chantal Zarade, la sœur de Laurent, mène sa propre enquête. On parle plus facilement à la famille qu'à la police. Et donc, la famille, assez vite, a pu nous dire qu'il avait été vu donc, le dimanche soir, je crois, dans une boîte de nuit avec une jeune femme qui était vendeuse dans un autre magasin du Sentier. Et elle vous donne le nom de cette jeune femme? La jeune femme, c'est Valérie Subra. Aussitôt, deux inspecteurs de la crime se rendent à la boutique de cette Valérie Subra pour l'interpeller. Jean-Marc Bloch et les hommes de la BRI, la brigade anti-gang, sont chargés de démanteler le groupe terroriste Action Directe. Ils ont un gros poisson dans leur collimateur, Éric Moreau. Un soir d'octobre 82, ils le repèrent dans un quartier du 20e arrondissement. À un moment, à l'angle de la rue Saint-Fargeau et de la rue Axo, on décide d'interpeller Moreau, d'autant qu'on nous a dit qu'il n'était pas armé, qu'il était les mains dans les poches, qu'il n'avait absolument rien sur lui, donc que ce serait une partie de plaisir. En fait, d'une partie de plaisir, en une fraction de seconde, l'opération vire au cauchemar. Et pour un type pas armé, il sort un flingue, puis un vrai flingue, du gros calibre. Alors moi je suis en voiture, je vois Éric Moreau le long de ce mur désert, il est en position de tir avec son arme à la main, il me dit je vais l'écrabouiller contre le mur, je vais le faire basculer sur la voiture. Mais je ne suis pas un tueur, on ne sait pas écraser quelqu'un volontairement, donc il est simplement bousculé, il tombe sur le capot de la voiture avec son flingue. Mais le membre d'Action Directe est toujours vaillant et en possession de son arme. Elle me dit là c'est pas bon, je vois le flingue vraiment sur le pare-brise de la voiture. Donc je pars pour chercher le mien que j'avais posé sur le vide-poche près du levier de vitesse qui avait glissé, bien sûr en montant le trottoir vers la banquette arrière. En me baissant, j'entends les coups de feu qui partent de derrière, de devant, partout.
Dans sa fuite, le terroriste tire en direction de Jean-Marc Bloch, mais il rate sa cible. La balle explose la vitre arrière. On court après, mais quand on court après quelqu'un, en général, on n'arrive pas à le rattraper. C'est toujours la même histoire. Et quand on est derrière le type qui court à des ailes, et puis il se retourne avec son arme, donc on a plutôt tendance à s'arrêter qu'à continuer. Rien à faire, on ne le retrouvera pas ce jour-là, en tout cas, ni les jours qui suivent. L'opération est un fiasco, mais par miracle, personne n'a été blessé. Quelques mois plus tard, par contre, 2 policiers vont perdre la vie sous les balles d'Action Directe. Il est environ 14h30 lorsque 4 policiers en civil chargés de la lutte anticriminalité effectuent une ronde... Le 31 mai 1983, en début d'après-midi, 4 flics en civil veulent contrôler 2 hommes au comportement suspect. Quand ils s'approchent, les membres d'Action Directe tirent. Un gardien de la paix, blessé, tombe à terre. Il est froidement exécuté. Claude Cayola, 28 ans, laisse une femme enceinte de 8 mois et un enfant en bas âge. Dans le même temps, le brigadier Émile Gondry s'effondre, touché en plein cœur. Il avait 49 ans, était marié et père de 2 jeunes filles. La mort des 2 policiers suscite une intense émotion au sein de la police. Les auteurs du double assassinat deviennent les ennemis publics numéro 1. Arrivera là-dessus une lettre anonyme qui dit clairement que les auteurs de ce double meurtre, ce sont Régis Schleicher, les frères Alphen et 2 Italiens dont j'ai oublié les noms. Alors évidemment, à partir de là, la priorité, ça devient Schleicher. Régis Schleicher, 27 ans, est un des membres les plus redoutables d'Action Directe, bien connu du 36 quai des Orfèvres. Il est notamment suspecté d'avoir commis des hold-up pour financer le mouvement et ses actions terroristes. Seulement, dans les années 80, il avait une adresse, 80-81, on savait où le trouver. À partir de ce moment-là, et même un peu avant, il est devenu complètement clandestin. Enfin, pas totalement. Un autre service de police, les très discrets renseignements généraux, ont infiltré un groupe de sympathisants d'Action Directe. Ce ne sont que des seconds couteaux, mais afin d'éviter les fuites, ils ont interdiction d'en parler à leurs collègues de la BRI, jusqu'au jour où ils ne peuvent plus faire autrement. Les écoutes leur apprennent que le groupe reçoit dans son appartement une visite inespérée, celle de Rouillant, Ménigon et Schleicher. Jean-Marc Bloch et son patron de l'époque, Claude Cancès, partent les interpeller. Ça, c'est de la bagnole, je te le dis. Moi. Tu montais dans sa voiture, tu vois, il y avait des canettes de bière. Non, il n'y avait pas de... Il y avait du tabac. Des morceaux de sandwich, du tabac, évidemment. Des mégots de cigarettes, il y avait partout. Jean-Marc, tu fumes plus, hein? Non. Ouais. Aujourd'hui, ils en rigolent, mais à l'époque, les 2 hommes sont furieux. Prévenus au dernier moment par les RG, ils vont être obligés d'improviser. On avait la rage, tu entends, de sentir qu'on était sur le super coup et que les collègues ne nous avaient pas prévenus. On savait qu'ils les avaient logés, ça ne s'était pas fait en une journée. Ça fait des semaines qu'ils devaient travailler. On a l'impression d'arriver, d'être appelé sur un incendie qui a déjà beaucoup trop pris. D'être appelé trop tard. On pressentait, Jean-Marc, les difficultés qu'on allait rencontrer déjà sur le terrain. À la BRI, difficulté sur le terrain sous-entend risque d'y laisser sa peau. Dans l'affaire de l'APA, les policiers de la brigade criminelle ont interpellé la jeune femme qui a passé la soirée avec Laurent Zarade, le soir de sa mort. Elle les a suivis sans aucun problème. Elle n'a même pas demandé pourquoi on lui demandait de venir. Elle les a suivis gentiment, voilà. D'ailleurs, la jeune fille est tellement décontractée qu'elle déstabilise les enquêteurs.
On a quelqu'un qui je qualifierais d'inconscient, totalement immature. Une gamine, quoi. Ah, et je crois que des gamines ont plus de jugeote que l'avait cette jeune femme à l'époque. Une jeune fille vraiment insignifiante, mignonne, douce, enfin, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, hein. Un peu naïve, en tout cas en apparence, hein. Donc, elle était tout sourire, c'est vrai, bon, elle me raconte n'importe quoi. Elle nous balade, mais bon, nous, par contre, on commence à avoir des billes. Et tout de suite, on va constater qu'elle porte des bijoux qui ont été volés à Laurent Zarade, à savoir un 3 heures Cartier, une chaîne de cou, et quand on va lui poser la question... La bague et le collier, ça vient d'où? Elle va dire que elle a un petit copain qui s'appelle Laurent et qui doit faire ça. Voilà. Et quand les policiers lui annoncent que ce fameux Laurent est mort sauvagement assassiné... Presque sans réaction. C'est le « ah bon ?» Voilà, c'est le « ah bon ?» Manifestement, elle ne prend pas conscience de ce qu'on lui dit. Au fur et à mesure de l'audition, Christian Flech voit apparaître une faille sur le visage de la jeune fille. Son sourire a disparu. Il décide de la laisser réfléchir quelques heures. Disons qu'à un moment donné, parce qu'elle était coincée par tous les éléments sur lesquels elle devait s'expliquer, elle a souhaité parler à quelqu'un, elle a voulu que ce soit moi. Et moi, à l'époque, j'étais tout jeune commissaire, j'avais 1 an et demi d'ancienneté à la brigade criminelle. Je me suis retrouvé face à une femme qui avait, à l'époque, un peu plus de 18 ans, qui a commencé à m'expliquer dans quelles conditions elle avait participé à 2 assassinats. Et elle nous décrit tout le processus. Comme pour la première victime, Valérie Subra raconte qu'elle a séduit Laurent Zarade lors d'une soirée dans Paris. Elle n'a aucun mal à le convaincre de poursuivre la soirée chez lui. Sous le charme, Laurent n'a pas remarqué que 2 hommes les ont suivis. Vous dites avoir des complices? Non, on était tous les 3, ouais. Maintenant, ils attendent patiemment sur le palier. Dans l'appartement, Valérie joue son rôle de séductrice un peu capricieuse. Il est 23 h, elle a un petit creux, une ruse pour éloigner Laurent Zarade, qui part en cuisine lui préparer une assiette. Elle passe à l'action. Tous les 3 pensent que le jeune patron cache chez lui de grosses sommes en liquide. C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient avoir un coffre rempli de lingots d'or, quoi. Voilà. Ça, c'est comme dans les films. Un coffre rempli de lingots d'or, c'est bien connu, il y en a partout. Voilà. Donc, ils vont se contenter, dans les 2 affaires, de quelques milliers de francs. Voilà. Le butin est maigre, l'équivalent de 840 €. C'est à ce moment-là que tout dérape. Il y a une rage folle, apparemment, qui s'empare des 2 hommes. Puis ensuite, ça a mal tourné, dans les conditions qu'on connaît. Voilà. En garde à vue, l'attitude de la jeune Valérie Subra est déconcertante. Elle est convaincue qu'une fois qu'elle nous aurait expliqué quelle a été sa part dans les assassinats, et ben voilà, l'affaire était faite et elle pourrait sortir. Elle m'a demandé si elle serait sortie pour Noël. C'est-à-dire, ouais, quelques jours plus tard. Ouais. Elle ne se rendait pas compte de la situation à laquelle elle avait été mêlée, où elle était impliquée, quoi. Elle ne se rendait pas compte. Vraiment une gamine étrangement immature. Valérie finit par donner les noms des 2 garçons qui l'accompagnaient. Laurent Attab, H-A-T-T-A-B. Laurent, c'est le petit ami de Valérie. Un petit flambeur de 19 ans, un fils à papa qui roule en voiture de sport. Il tient une boutique de sweatshirts que son père lui a offerte. Jean-Rémy Sarraud. Jean-Rémy est un paumé de 21 ans. Petit, il a été abandonné par sa mère sur le parking d'un supermarché. Il est SDF. Laurent l'a pris sous son aile. Il l'héberge même chez lui. Du coup,
Jean-Rémy lui est totalement dévoué. Valérie a donné ses 2 complices, mais elle prétend ne pas savoir où ils se trouvent. On part faire une perquisition chez sa mère, laquelle tombe totalement des nues. Sa fille, elle bosse dans le prêt-à-porter, elle a un petit copain très gentil, très sympa, il s'appelle Laurent Attab, sérieux, et puis voilà, donc elle voit débarquer la criminelle pour une perquisition dans le cadre d'un double homicide. Là, la mère, elle est liquéfiée, totalement liquéfiée. La perquisition ne donne rien. Les policiers rentrent au 36 quai des Orfèvres quand... On doit être aux alentours de 19h. On reçoit un appel de la mère de Valérie Subra. Oui, bonjour, c'est la maman de Valérie au téléphone. Elle me dit qu'elle vient de recevoir la visite de Jean-Rémy Sarraut, donc un des 2 hommes qu'on recherche. Elle lui a dit que sa fille était absente pour l'instant, qu'elle allait rentrer bientôt, et donc il l'attend devant son immeuble dans sa voiture. Il est juste là. Je le vois. Aubaine pour nous. Tout de suite, il y a 2 équipages dont je fais partie qui se rendent dans le 11e. On gare les véhicules à distance et on arrive en piéton. Avec d'autant plus de précautions qu'auparavant, Valérie Subra nous avait dit qu'ils étaient porteurs d'un pistolet. On se rapproche. Ce soir-là, Jean-Louis Huesca procède à une interpellation qu'il n'est pas prêt d'oublier. Roulez, roulez jeunesse, roulez, roulez petit bolide, en voiture dans le petit train de neige. Merci ma chérie. Ah, les sympas, ils sont gentils les filles de Paris. Retour à bord de la voiture des 2 anciens boss de la BRI. C'était au printemps. Ah, qu'elles sont jolies les filles de Paris. Claude Cancès et Jean-Marc Bloch partent interpeller les terroristes d'Action Directe. On n'est pas loin là. D'après les RG, Régis Schleicher, le tueur d'Action Directe, est planqué avec les têtes pensantes, Rouillant et Ménigon, dans cet immeuble. Seul problème, prévenus au dernier moment, aucun repérage n'a pu être fait et leurs hommes ne sont pas encore en place. Les 2 patrons de la BRI les attendent dans une rue voisine. Moi, je me souviens très bien, je suis en train de parler à la radio. Je demande les positions des mecs, Topaz, je sais plus combien, 20, position, Topaz 32, nanana. À la sortie de l'immeuble, on va se les choper. 35 ans plus tard, ils rejouent la scène de ce qui restera l'un de leurs plus beaux fiascos. Je me souviens, j'ai la tête baissée, je regarde pas la rue. Je suis en train de parler à la radio. Et à ce moment-là... Schleicher surgit sous leurs yeux. Le terroriste les reconnaît tout de suite. Claude Cancès veut sortir de la voiture pour l'interpeller. Schleicher, fais pas le con. Jean-Marc Bloch l'en empêche. Il vient sans doute de lui sauver la vie. Dès qu'il prononce le mot Schleicher, je relève la tête et je vois Schleicher qui est en train de courir à gauche de la voiture. Claude est prêt à descendre, c'est sûr. Je me dis, c'est évident, Schleicher est en train de l'attendre au carrefour tout près et il va se faire allumer avant même d'avoir le temps de réagir. Il va à l'abattoir, il va se faire tuer, c'est à peu près certain. Il a eu un bon réflexe, évidemment. Et il m'a sauvé la vie, c'est sûr. Schleicher a prévenu ses amis. Les 3 terroristes quittent l'immeuble. Ils sont sortis de l'immeuble et on tourne un peu dans les rues pour voir où ils peuvent se trouver. On arrive par cette rue et c'est à ce moment-là qu'on les retrouve, on les voit, ils passent devant l'école, il y a un garde partout, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est l'heure de la récréation. Les enfants sont en train de jouer, il n'est pas question d'intervenir là. Les enfants leur servent de protection. Ils disparaissent de notre champ de vision. On les perd de vue au bout de la rue. On les perd de vue, hein, tout de suite, très vite. Sors de là, sors de là, sors de là. Les 3 terroristes braquent un automobiliste et se volatilisent. C'est une opération complètement ratée, complètement foirée. Et Schleicher, on ne sait pas où il est. Face à ce nouvel échec, Jean-Marc Bloch décide d'abattre sa dernière carte.
Elle se trouve dans cette librairie du 13e arrondissement. La gérante est une anarchiste de 52 ans, Eliette Bess, la Mamma. Eliette Bess, c'est celle qu'on surnomme la Mamma. C'est leur mère spirituelle. Elle a un rôle de pivot. C'est elle qui peut servir d'intermédiaire entre les uns et les autres pour fixer un lieu de rendez-vous commun, etc. C'est l'agent de liaison qui peut voyager sans trop risquer de se faire arrêter. Elle n'a rien fait, elle n'a pas commis d'attentat, elle n'a tué personne, etc. Jean-Marc Bloch le sait, Eliette Bess les mènera tôt ou tard à Régis Schleicher. Mais quand et à quel prix? Un mois après l'échec de Levallois, Eliette Bess est repérée à un guichet de la gare de Lyon. Elle part pour Marseille. Une équipe de la BRI saute dans son train et la prend en filature. Le commissaire Bloch, lui, part en voiture. Alors là, on enfile l'autoroute à 200 à l'heure. On se fait arrêter d'ailleurs de temps en temps par les motards. Et on arrive à Marseille avant le train. On est content, on monte un dispositif bien sur le quai de la gare, aux abords de la gare. On va la filocher à la sortie de la gare, on est vachement bien. Je téléphone à l'état-major PJ. Claude Cancès me dit « Elle est descendue à Avignon ». Bon. Les flics qui étaient dans le train avec la Mamma poursuivent la filature pendant que le commissaire les rejoint. En fin de matinée, tout le monde se retrouve à Avignon devant une petite maison louée par Eliette Bess. Et 3 jours plus tard, la persévérance du commissaire finit par payer. Eliette Bess s'absente et revient accompagnée d'une bonne surprise. Régis Schleicher en personne. Mais un détail attire l'attention des policiers. Schleicher a les mains dans les poches, il ne quitte jamais les mains de ses poches. Ça veut dire qu'il est armé, et ça on le sait par expérience quelque part. D'un côté il a un flingue, de l'autre une grenade. Donc l'interpellation dans la rue, c'est jamais très facile. Donc on le laisse entrer dans la maison et on donne l'assaut de la maison. Les flemmards, sors! On le voit passer de fenêtre en fenêtre. Là, on le voit, il retire sa veste, il retire sa chemise, et il le fait très visiblement. Avance! Avance, couchez! Couche-toi! Couche-toi! Il ouvre la porte, il sort les mains bien en l'air, il est torse nu. Couche-toi! C'est un moment assez théâtral. La Mamma sort derrière lui, se couche sur lui, en disant « le tuez pas, etc. » Enfin, c'est assez grandiose. Contre toute attente, l'arrestation est un coup de maître. Régis Schleicher est condamné à la perpétuité. 3 ans plus tard, après avoir assassiné le général Audran et Georges Bess, le patron de Renault, tous les membres d'Action Directe sont arrêtés par le RAID. Aujourd'hui, ils sont tous sortis de prison. L'enquête sur l'affaire de l'APA est en bonne voie. La jeune et jolie Valérie Subrat a donné ses 2 complices. Grâce à la mère de Valérie, les policiers en ont localisé un, Jean-Rémy Sarraut, mais il est probablement armé. L'arrestation risque d'être sportive. Et pour éviter tout usage d'une arme s'il en a une, on va l'extraire par la fenêtre de sa voiture. C'est la première et dernière fois que j'ai réussi à faire ça. On va le tirer et le coucher au sol pour le menotter. Jean-Rémy Sarraut n'oppose aucune résistance.
Mieux, il indique aux policiers où se trouve son complice. Laurent Attab est interpellé dans la foulée. Et tout ce beau monde a été conduit au quai des Orfèvres. Maintenant, une question se pose. Pourquoi une telle folie meurtrière? Le maître d'équipe, c'était Laurent Attab. C'était la pièce maîtresse du système. C'est quelqu'un qui naît sous une très bonne étoile, parents fortunés, aisés, qui vont tout lui passer. Hein. C'est-à-dire que ça va être un enfant gâté, il a toujours la plus belle voiture, toujours les plus belles filles à son bras. Beau gosse, voilà, donc tu as tout pour lui. Puis il va arriver un moment où tout se casse la figure pour les entreprises de son père. Donc plus d'argent dans la famille, lui-même, sa société périclite, et du jour au lendemain, il n'a plus rien. Laurent explique aux policiers que l'argent volé devait lui servir à se relancer dans les affaires. Il voulait partir aux États-Unis, créer sa propre marque de prêt-à-porter. Pourtant, les 400 € extorqués à Maître Lelédier ne vont pas vraiment être mis de côté. Leur affaire terminée, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Ils vont partir dans une boîte de nuit. Ils vont dépenser la somme de 1500 francs qu'ils avaient trouvée chez la victime. Ils ont tout dépensé, ils ont tout bu, voilà. L'un d'entre eux avait du sang sur ses chaussures et l'autre avait son pantalon qui était taché de sang. Mais bon, dans la pénombre, personne ne s'est rendu compte de rien. Et puis ils sont rentrés chez eux, comme si de rien n'était. C'est affligeant, c'est affligeant. C'est affligeant, on n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas comprendre qu'on puisse tuer quelqu'un et puis ensuite aller faire la fête et puis ne pas réaliser, et puis faire comme si rien ne s'était passé. Voilà, c'est vraiment étrange. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, ça. Jamais dans ma carrière. Où était passée cet après-midi la jeune fille de 18 ans, coquette et décidée, qui séduisait ses victimes pour mieux les perdre? Les traits tirés, sans maquillage, Valérie Subra a éclaté en sanglots devant la cour. 3 ans plus tard, les 3 accusés sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec des peines de sûreté de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour Valérie. À l'annonce du verdict, une vieille dame se lève. Elle est en pleurs. Elle a perdu son fils dans cette affaire. La mère de Maître Lelédier s'approche des 3 condamnés et leur dit « Mes pauvres petits, elle est complètement bouleversée par ces vies qui sont gâchées et elle leur tient absolument pas rigueur. Elle est catastrophée du prononcer des peines à leur égard et elle leur en veut absolument pas. Et elle était pleine de commisération pour ces 3 assassins qui avaient bousillé sa vie, qui avaient tué son fils. Valérie Subra a été libérée en 2001. En prison, elle a obtenu son bac et a décroché un BTS en communication d'entreprise. Elle est mariée, a 2 enfants et vit aujourd'hui à l'étranger. Laurent Attab aussi s'est exilé après sa sortie de prison en 2003. Il a coupé les ponts avec tous les membres de sa famille. Quant à Jean-Rémy Sarraut, il a fait une belle rencontre en prison, peut-être la première de son existence. Un aumônier lui a présenté celle qui deviendra sa femme et la mère de son enfant. Il est sorti de prison en 2003. Il est informaticien.